Bonjour. Alors pour commencer, imaginez un peu ça. Grandir dans une société où on vous rappelle sans cesse que vous êtes une fille, où certains lieux, ils appartiennent clairement aux hommes, et où votre avenir semble déjà écrit, appartenir à un homme. C'est une image assez forte qui ressort de nos sources du jour. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu ce que ça veut dire être une femme dans certains contextes sociaux ou culturels très influencés par l'islam. Et on se base pour ça sur un témoignage vraiment détaillé d'une personne qui a vécu ça au Maroc Mhm. avant de remettre en cause ses croyances et puis de venir s'installer en France. Et cette discussion, Créfouillé, c'est notre source principale. Elle y partage ses souvenirs, bien sûr, mais aussi ses observations sur les inégalités du quotidien. Et puis, et c'est crucial, tout son parcours intellectuel, moral aussi, qui l'a amené à douter et finalement à rejeter la religion de son enfance. Alors attention, notre but ici, c'est pas du tout de faire une généralité, hein. Non, bien sûr. Les expériences sont tellement variées, il s'agit plutôt de comprendre, à travers ce récit très personnel, les dynamiques sociales qui sont en jeu, le poids des traditions, de la religion aussi sur la vie des femmes, et puis les contradictions qui peuvent apparaître, et ce qui pousse certaines à rejeter tout ça. C'est vraiment une analyse de fond d'une expérience particulière. D'accord, alors entrons dans ce quotidien tel qu'il est décrit. On parle d'une omniprésence de la religion, très mêlée à la culture locale, et cette idée d'être constamment renvoyé à son sexe, ça revient beaucoup, non? Ah oui, c'est un point central du témoignage. Elle décrit par exemple une différence de traitement assez nette dès l'école. Ah oui. Oui, plus d'indulgence pour les garçons apparemment. Elle parle aussi des mariages non mixtes, surtout en milieu rural, où les femmes sont séparées des hommes et souvent servies après eux. Ça donne l'image d'un monde où les rôles de genre sont extrêmement définis. Et l'espace public dans tout ça? Le récit le décrit comme étant dominé par les hommes, la rue. Certains cafés qu'on appelle carrément d'hommes. Oui. Du coup, pour une femme, se déplacer, ça se limiterait à quoi? À aller d'un point A à un point B, sans pouvoir vraiment occuper l'espace. C'est ça. Sans pouvoir flâner, s'arrêter. Et ça implique, toujours selon ce récit, une vigilance constante pour les femmes. Faire attention à comment on se tient, ce qu'on dit, comment on bouge. Une sorte de survie quotidienne, dit-elle. Hmm. Et à ça s'ajoute l'intériorisation d'une idée assez pesante, celle d'appartenir successivement aux hommes de la famille. D'abord le père, puis le mari. Et s'ils ne sont pas là, ça peut être un oncle ou un frère. Une sorte de tutelle masculine permanente en quelque sorte. La nuit, ça a l'air d'être un moment où tout ça se renforce encore. Le témoignage parle d'une sorte d'obligation de rentrer avant qu'il fasse noir, de sorties qui dépendent de la présence d'un homme. Oui, et le harcèlement de rue est mentionné comme étant fréquent, même dans des quartiers considérés comme tranquilles. L'idée de sortir juste entre filles le soir, apparemment, c'est quasi impossible. D'accord. Et un point qui est souligné, c'est que cette pression sociale, elle irait au-delà des différences de classe sociale, vous voyez. Ah, d'accord. Dès que le cadre légal ou social est influencé par la charia, la loi islamique, eh bien le simple fait d'être une femme imposerait ses contraintes, peu importe le niveau d'études ou le statut pro. C'est une assignation fondamentale aux gens, en fait. Et ce quotidien, marqué par ces normes sociales très fortes, on le retrouve aussi dans des aspects plus formels, on va dire. Le témoignage parle d'inégalités inscrites dans la loi ou justifiées par la religion. L'héritage, par exemple. Oui, l'héritage, c'est l'exemple typique qui est cité. Les femmes héritent généralement moins que les hommes. C'est un cas concret où une loi, basée sur des préceptes religieux, crée une différence de traitement fondée sur le sexe. Mhm. Et les cours d'éducation islamique à l'école, tels qu'elle les décrit, viendraient renforcer tout ça, légitimer cette idée de hiérarchie entre les genres. Il y a aussi cette perception qui viendrait de certains textes religieux que les hommes auraient des droits supérieurs. On pense souvent, et c'est mentionné là, au droit de correction physique sur l'épouse. Oui, Tout ça, ça doit contribuer à ce que les femmes intériorisent un statut, comment dire. secondaire. Exactement. Hmm. Et le récit donne une anecdote assez parlante là-dessus, une voisine qui lui dit « T'as de la chance, j'aurais tellement aimé être un homme ». Ah oui, Et la personne qui témoigne, elle avoue avoir pensé la même chose elle-même. Ça montre bien l'impact psychologique de cette hiérarchie qu'on finit par intégrer. Et la justification qu'on entend tout le temps, parce que tu es une femme, pour expliquer toutes les limites, elle a décrit comme une phrase d'une violence symbolique énorme. on voit bien comment cette réalité est vécue et même intériorisée. Mais alors comment on passe de ça au doute? Et même dans ce cas précis, à l'apostasie, donc à l'abandon de la religion.
Le parcours qu'elle décrit est complexe, personnel, et il démarre paradoxalement dans une famille qu'elle dit être plutôt libérale. Oui, c'est intéressant. Le témoignage suggère que cette ouverture relative dans sa famille lui a permis en fait de comparer avec les normes extérieures qui étaient souvent plus dures. D'accord, une sorte de recul critique. Voilà. Et ça aurait favorisé une prise de conscience assez tôt. Par exemple, un rejet assez instinctif du mariage arrangé ou précoce. Elle parle de cas vus dès 16-17 ans. Et plus profondément, un refus viscéral de cette idée d'appartenir à un homme. Et puis, il y a les questions qui viennent dès l'enfance, des questions de logique pure en fait. Tout à fait. Elle raconte qu'elle se demandait, mais comment Dieu peut être partout, absolument partout, en même temps? Ou les descriptions de l'enfer, très imagées, comme ce pont si rate, enfin comme un cheveu tranchant comme une lame, et oui, suspendu au-dessus du feu. Ou le voyage nocturne du prophète sur une monture volante. Tout ça, ça la laissait perplexe, ça soulevait des questions. Et la réponse des profs, d'après ce qu'elle dit, c'était souvent « stop, on pose pas ce genre de questions Ah, sous peine d'être mécréant, donc incroyant, et de risquer l'enfer. Et ce refus de répondre, au lieu de calmer les doutes, ça a plutôt renforcé sa méfiance. Le sentiment qu'on voulait lui imposer quelque chose sans le justifier. ». Le témoignage analyse aussi un peu les mécanismes psychologiques derrière l'adhésion à la religion. Il décrit une sorte de tension entre la peur panique de l'enfer, Oui, très présente. et un amour sincère pour Dieu. Et cette tension, elle peut pousser à accepter des règles difficiles ou un statut inférieur pour être sûr d'être sauvé, en quelque sorte. Et l'adolescence, c'est une autre étape clé. Avec la puberté, le contrôle sur le corps des filles devient encore plus fort. La virginité, ça devient un enjeu familial énorme, une pression terrible. Hmm. L'anecdote de l'uniforme scolaire est assez parlante. Une blouse longue, ample, imposée seulement aux filles. Pourquoi ? Pour cacher leur forme. Ce qui revient à les rendre responsables du regard des hommes. C'est ça. Et elle rapporte aussi des exemples très durs, comme ces histoires de femmes forcées d'épouser leur violeur pour sauver l'honneur. Hmm. Cet honneur, un concept un peu flou, mais partout, qui sert de justification à plein de restrictions pour les femmes. Et dans ce climat de doute, de malaise, les influences extérieures, elles deviennent cruciales, d'après le récit. Avoir dans son entourage des femmes féministes ou juste indépendantes, Hmm. et surtout l'accès à des lectures critiques. Philosophie, sociologie, ça a été fondamental pour développer un esprit critique, pour comparer les systèmes de pensée. C'est là qu'il y a une confrontation de valeurs, en fait. D'un côté, le cadre religieux qui dit « oui, hommes et femmes, c'est pas pareil, les droits sont pas les mêmes ». Et de l'autre, une vision plus universaliste. Tout le monde a la même dignité, peu importe le sexe. Exactement. Et le moment décisif, le vrai déclic pour elle, ça a été en lisant un livre sur la condition des femmes dans le monde musulman. Il y avait un passage qui disait que la femme est considérée comme impure à cause des règles. Et là, ça a provoqué une colère intense. Une prise de conscience brutale. Mais c'est n'importe quoi. Ah oui, le déclic. Voilà, ça a validé d'un coup tous les doutes qu'elle avait accumulés pendant des années. Et une fois cette rupture intérieure faite, comment on vit ça au quotidien en étant encore au Maroc ? Ça n'a pas dû être simple, hein, non ? Elle décrit une période difficile. Il fallait cacher son incroyance. Ça pouvait mener à des tensions, ouvertes ou non, avec certains profs. Parfois, elle adoptait une attitude un peu provocatrice. Et le ramadan, c'était particulièrement compliqué. Trouver des excuses pour ne pas jeûner, manger en cachette. On imagine. Et ça soulève une question importante, qu'elle aborde d'ailleurs. Pourquoi toutes les femmes qui vivent des choses similaires, qui ont peut-être les mêmes doutes, ne quittent pas la religion ? Elle avance plusieurs raisons. Oui, plusieurs facteurs. Le premier, c'est le coût psychologique que ça représente. Réaliser l'ampleur de tout ce à quoi on a renoncé, liberté, autonomie, droit, ça peut être extrêmement douloureux. Donc, on préfère ne pas voir. Le déni. Le déni ou ce qu'on appelle la dissonance cognitive, Hmm. on s'arrange avec les contradictions pour éviter le conflit intérieur. C'est une stratégie d'adaptation en quelque sorte. D'accord. Il y a aussi le poids énorme de l'intériorisation de la soumission apprise depuis toute petite. Le témoignage parle d'un vrai conditionnement à obéir à Dieu, tel qu'il est interprété dans les textes et les traditions, majoritairement par des hommes d'ailleurs. Et cette obéissance, surtout au mari, est présentée comme une vertu qui sera récompensée après la mort. Certaines femmes, d'après ce qu'elles disent, y croient sincèrement et trouvent leur compte là-dedans. D'autres vont plutôt rationaliser, dire que c'est pas les textes le problème, mais les interprétations qu'on en fait, Exactement. pour essayer de concilier leur foi et leur envie de plus d'égalité. Et puis il y a un autre aspect plus subtil, le rôle que certaines femmes peuvent jouer pour maintenir le système en place. Comment ça?
Eh bien, en devenant des gardiennes des normes. On peut penser à la police des mœurs dans certains pays, ou même à des figures médiatiques qui vont défendre le voile comme un libre choix, une affirmation identitaire forte. Ça leur donne une forme de pouvoir, de reconnaissance, même dans un système qui globalement ne leur est pas favorable. C'est complexe, et face à tout ça, qu'est-ce qu'elle conseille, elle, à celles qui se poseraient des questions? Sa recommandation principale, c'est: allez voir par vous-même. Lisez les textes, le Coran, oui, mais aussi les hadiths, les paroles et actes du prophète, et le fiqh, la jurisprudence islamique. Ne pas s'en contenter de ce qu'on en dit. Voilà. Et confronter directement ces lectures aux questions qui fâchent. Le droit de frapper sa femme, l'héritage inégal, la valeur moindre du témoignage féminin, l'idée parfois avancée d'une infériorité intellectuelle. L'idée, c'est de ne pas laisser sa pensée être guidée uniquement par les savants, qui sont majoritairement des hommes, et de dépasser ce qu'elle appelle une forme de paresse intellectuelle. D'accord. Et ce qu'elle remarque, comme point commun chez beaucoup de femmes qui ont quitté l'islam, c'est justement ce rejet fondamental du statut inférieur qui semble découler d'une lecture littérale de certains textes. La comparaison entre le projet de société de la religion et un projet basé sur les droits humains, l'égalité stricte, c'est souvent ça qui est au cœur de leur rupture. Et l'accès à l'information mondiale, Internet, ça joue un rôle aussi. Oui, elle le mentionne. Ça permet de comparer, ça augmente le niveau d'exigence en quelque sorte. Ensuite, le témoignage parle de son arrivée en France. Et là, surprise, elle décrit une sorte de désillusion. Elle pensait trouver un espace où critiquer l'islam serait plus facile, et elle découvre un sujet presque tabou. Oui, c'est ça. Elle décrit une difficulté à critiquer l'islam sereinement en France. Soit on n'en parle pas, par peur d'être accusé d'islamophobie, soit la critique est caricaturale, essentialisante, parfois même raciste. Donc son espoir d'une plus grande liberté d'expression sur ce point précis, il a été un peu douché. Elle pointe du doigt une confusion qu'on voit souvent dans le débat en France. On mélange critique du dogme, des textes, des idées, et critique des personnes musulmanes. Oui, elle raconte que quand elle critique un passage du Coran, on lui répond « Oui, mais tous les musulmans sont pas comme ça ». Ce qui n'est pas la question en fait. Exactement. C'est un glissement du texte vers les individus. Et elle trouve ça paternaliste et même, paradoxalement, essentialisant pour les musulmans eux-mêmes. La peur joue un rôle là-dedans, selon elle. La peur du terrorisme. Oui, elle pense que ça a clairement freiné la critique ouverte et franche du dogme. D'où son insistance, il faut utiliser la liberté d'expression que la loi française garantit, même si ça veut dire faire face à une certaine pression sociale, au travail ou dans son quartier. Elle raconte d'ailleurs une anecdote personnelle très forte qui montre bien le fossé culturel. Son père a reçu une proposition de mariage pour elle, elle avait 12 ou 13 ans. Incroyable. Et il a refusé net en disant « Je ne vends pas du bétail ». C'est cru, mais ça montre bien cette perception de la femme comme une marchandise potentielle dans certains schémas traditionnels. Rien à voir avec notre idéal occidental du choix amoureux, quoi. Tout à fait. Elle suit aussi de près les luttes pour les libertés individuelles qui ont lieu en Afrique du Nord. Les militants qui se battent pour des choses qui nous paraissent évidentes comme le droit de s'embrasser en public. Oui, Pour elle, il y a un lien direct entre pouvoir disposer de son corps et la dignité humaine la plus fondamentale. et tout ça, ça nous amène à ses motivations aujourd'hui. Pourquoi elle prend la parole publiquement, sur les réseaux sociaux notamment? Pourquoi cet engagement à critiquer l'islam, ses conséquences sociales? Il y a plusieurs choses qui se mélangent, je crois. D'abord, un fort sentiment de responsabilité, envers ceux qui sont restés là-bas ou ceux qui subissent la pression communautaire ici en France. Elle parle d'un devoir d'éveil de conscience. Elle a eu le sentiment au début, en partant et en se taisant, d'avoir abandonné les autres. Je vois. Et puis, il y a aussi un intérêt personnel pour l'analyse critique en général. Ça dépasse la religion, elle s'intéresse à la politique, la géopolitique, l'actualité. D'accord, ce n'est pas une obsession unique sur la religion. Non, pas du tout. Et enfin, il y a cette conviction que le vrai changement, il viendra plus de la société civile que du politique. Donc elle veut apporter sa pierre à l'édifice, comme elle dit. Utiliser sa voix, son expérience, son analyse pour nourrir le débat, encourager la réflexion critique. Et son but, c'est même d'élargir cette critique au-delà de la religion, pour parler des systèmes de pouvoir en général. Donc pour résumer, ce témoignage nous donne une vision très intime, très détaillée, de l'impact énorme des normes culturelles et religieuses sur la vie d'une femme, dans ce contexte marocain précis. Il retrace un cheminement personnel fait de doutes, de questionnements logiques, moraux. Oui, nourri aussi par des comparaisons possibles grâce à un environnement familial un peu différent et à certaines lectures. Et ce récit met aussi en lumière à quel point c'est compliqué encore aujourd'hui de critiquer l'islam, même en France, pays laïque. Oui, une complexité faite de tabous, de peurs parfois légitimes, parfois utilisées, et de cette confusion permanente entre critiquer un système d'idées et manquer de respect aux personnes.
Ce qui nous laisse avec une dernière question peut-être, une piste pour réfléchir. Face à cet écheveau complexe de religion, de culture et d'atteinte possible à la dignité humaine, d'où est-ce que le changement peut vraiment venir? Est-ce que ça vient surtout des individus qui, de l'intérieur, défient les normes, souvent en prenant des risques énormes? Ou est-ce que le rôle des sociétés extérieures est décisif en maintenant un espace pour une critique ouverte, rationnelle, dépassionnée des idées, même sacrées, tout en faisant attention à ne pas stigmatiser les gens? Comment on trouve cet équilibre entre le respect fondamental des personnes et la liberté intellectuelle vitale pour questionner les idéologies qui nous façonnent? C'est toute la question.